Mardi 19 mars 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de l'actualité, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été invité à présider la deuxième édition du Salon international du tourisme de Ouagadougou qui se tiendra du 29 mars au 5 avril prochain. C'est donc l'objectif de la visite de la délégation du patronat de l'hôtellerie et du tourisme de l'espace Uomowa au chef de l'État ce matin à Kosiam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Ouvrons donc ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré a reçu ce matin une délégation de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme de l'espace Uomowa. Les détails de cette rencontre avec Moïse Kinda. Il s'agit d'une visite de courtoisie en vue d'informer et demander l'accompagnement du président du Faso pour la tenue prochaine à Ouagadougou du Salon international du tourisme, prévu du 29 mars au 5 avril 2019. Après l'organisation de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, les organisateurs veulent, à travers cette activité, montrer aux yeux du monde que malgré tout, le Burkina Faso est toujours fréquentable. La Vitro, c'est un salon appartenant au monde du tourisme, les acteurs du privé, avec le soutien de l'administration, de notre ministère de tutelle. Et nous l'avons organisé en 2017 sur Kwame Nkrumah, certainement beaucoup en souvenance. Et cette année, nous l'organisons pas loin du Siao, à 200 mètres côté sud du Siao que nous l'organisons. Et c'était ce grand événement qui va regrouper tous les opérateurs du monde du tourisme et tous les acteurs dans les différentes provinces, 13 provinces du Burkina, sera une occasion, encore une fois de plus, après le FESFACO, de faire revenir encore beaucoup de monde sur Ouagadougou et de prouver aux yeux du monde que Ouagadougou est toujours fréquentable. C'est l'objectif des acteurs du tourisme en organisant la Vitro. Et nous avons depuis 2011 que nous avons commencé à avoir des péripéties. Vous vous souvenez la sortie de nos frères militaires et le 11 avril 2011, c'est ça qui a commencé nos déboires. Après, vous avez vu l'Ebola vers nos pays voisins. Ça aussi, ça freinait. Et après, nous avons eu la sécurité au nord du Mali. Les pays d'Ogon étaient visités à partir du Burkina. Donc, ça aussi, ça a été un fléau. Et nous avons eu le 30 et 31, l'insurrection. Et ainsi de suite. Maintenant, nous sommes dans l'insécurité qui pose problème. Mais il faut faire avec. Nous, les opérateurs du tourisme, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Sinon, vous constaterez avec nous que nos réceptifs sont de plus en plus vides. Mais le Burkina aussi, vous le savez, nous sommes tracés par d'autres pays comme des zones d'insécurité rouges. Voilà, et nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer à lutter, nous devons en tout cas nous armer pour qu'un jour, ce fléau soit derrière nous. Cette deuxième édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie se tiendra du 29 mars au 5 avril 2019 à Ouagadougou. 4 points étaient à l'ordre du jour du traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition. Le rapport tant discuté du MBDHP sur le nombre de terroristes tués ces derniers jours, le passage à la 5e République, les remous au ministère en charge de l'économie et des finances et les revendications des travailleurs de l'éducation. Le point de cette conférence de presse avec Jonas Tondé et Odette Zangina.
L'opposition politique n'a pas manqué au rendez-vous de son hebdomadaire point de presse. Actualité oblige, le rapport du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP sur d'éventuelles violations des droits humains au Burkina Faso mettant en cause les forces de défense et de sécurité continue de couler l'encre, mais l'opposition s'est bien gardée de prendre parti pris. Actuellement, nous avons besoin de soutenir moralement nos FDS. Et les FDS, comme l'a dit plusieurs communiqués de l'état-major, ont reçu des formations sur le droit humanitaire international. Ils savent ce qu'ils doivent faire en cas de représailles, ils savent ce qu'ils doivent faire en cas de poursuite, ils savent ce qu'ils doivent faire sur la couverture de feu contre les terroristes. Donc s'ils appliquent pour ça et qu'on a le résultat, nous on les apprécie, on les félicite. Et le MBDHP aussi est dans son rôle. C'est le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui existe depuis les années 90 et qui a déjà mis le doigt sur beaucoup de problèmes liés au respect des droits humains. Donc, ce n'est pas la peine de jeter l'anathème sur le MBDHP. Ils ont fourni leur rapport et c'est au gouvernement d'investiguer aussi de son côté et de montrer patte blanche par rapport à ce qui s'est passé. Autre point évoqué, le l'épineux sujet du passage à la 5e République ou la voie parlementaire ici décriée par le Présidium qui préconise la voie référendaire. Nous estimons qu'au niveau de l'opposition, à l'heure actuelle, les tentatives, ça et là, ont été lancées pour que, effectivement, on voit s'il y a une possibilité donc de faire rapidement par voie parlementaire, mais ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, en tenons-nous au référendum et il appartient seul au président de répondre. Quant à la crise qui prévaut au MINEFID, ministère de l'économie, des finances et du développement, l'opposition invite les acteurs au dialogue et interpelle le gouvernement à développer l'esprit de management afin d'instaurer un climat de confiance. Concernant le système éducatif au burkinabé, même son de cloche, l'opposition approuve la lutte des éducateurs et des enseignants et convie le pouvoir en place au strict respect de sa parole donnée par une mise en œuvre effective des différentes recommandations afin de sauver l'année scolaire et académique. Nous parlons une fois de plus de deuxième édition dans ce journal. Il s'agit cette fois-ci de la deuxième édition du Salon Africa Digital Space qui se tiendra à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, respectivement en mai et en juin prochain. Le comité d'organisation nous en dit plus dans cet élément signé Odette Zonguina. Les capitales économiques et politiques du Burkina Faso abriteront le Salon de l'innovation digitale et de la sécurité numérique, une initiative de l'entreprise événementielle Sésame Consulting en partenariat avec le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Cette deuxième édition de Africa Digital Space se tient sous le thème Transformation digitale et confiance numérique. Les objectifs recherchés pendant ce salon est de faire prendre conscience des avantages liés à l'exploitation de l'utilisation digitale et numérique, mais aussi de prendre conscience, de faire prendre conscience aux gens des enjeux sécuritaires à tenir en compte liés au problème du piratage des comptes, liés aussi à la cybercriminalité qui aujourd'hui, il faut reconnaître, la cybercriminalité devient de plus en plus récurrente de nos jours. Peut-on faire confiance au numérique ou peut-on tout digitaliser? Autant de questionnements qui méritent des éclaircissements. Les Burkinabés sont alors conviés à s'inscrire et à prendre part à ce deuxième rendez-vous d'échange et de rencontres avec des conférenciers de renom. Et la confiance est un élément important. Lorsqu'on dit que tel appareil peut faire telle ou telle démonstration, il est important que les gens donc y croient. Et je pense que c'est cette volonté, donc cette confiance donc, que l'on doit avoir donc, dans le numérique, qu'il faut cultiver pour que véritablement donc, le numérique soit encore un élément, donc, je dirais, pour booster, donc, pour apporter donc, la valeur ajoutée donc, à notre économie. C'est comme ça que je vois donc, le sujet, pour que ce numérique-là, l'économie numérique, soit une véritable économie, comme on le dit. Aujourd'hui, on parle donc de quatrième économie, à côté donc de l'économie classique, l'économie verte, ainsi de suite. Donc je pense qu'il est important que pour nous, Burkinabés, nous puissions prendre toute la mesure donc, de cette activité-là. Cette année, la frange jeune est au cœur de l'événement. Le temps est venu pour l'Afrique, la jeunesse africaine, à ce salon-là, que les jeunes puissent venir parce que ça va donner l'opportunité à ces jeunes-là
de pouvoir quand même créer et étonner le monde entier. Parce que nous, on ne fait que suivre. Alors qu'on a la même intelligence, les mêmes capacités d'intelligence. Maintenant, il faut pousser les jeunes à prendre l'initiative et à proposer autre chose que ce qu'on vient de proposer qui n'est pas adapté à nos réalités sur le terrain. Et ça aussi, c'est ouvert à tout le monde. Ce sont environ 1000 participants d'ici et d'ailleurs qui sont attendus du 2 au 3 mai 2019 à Bobo-Dioulasso et du 13 au 15 juin à Ouagadougou. Le Bénin est le pays invité d'honneur. Et puis hors de chez nous, en France, des manifestants ont encore battu le pavé ce mardi pour la défense du pouvoir d'achat. C'est un appel du CGT auquel plusieurs ont répondu présents. En France, nouvelle journée de grève et de manifestation ce mardi pour la défense du pouvoir d'achat. L'appel est lancé par les syndicats CGT et Force ouvrière. Des syndicats d'enseignants et d'étudiants se sont joints également à cette journée d'action qui intervient en parallèle du mouvement des Gilets jaunes. Dans les écoles primaires, 4 professeurs sur 10 sont en grève. Peu de perturbations en revanche dans les transports, le trafic SNCF est quasi normal. Ce lundi, une fusillade a fait 3 morts aux Pays-Bas. Le suspect d'origine turque a été arrêté. Les motifs de l'assaillant sont toujours moins clairs. Les autorités néerlandaises privilégient la piste terroriste sans exclure un différend familial après l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir fait 3 morts et 5 blessés dans un tramway à Utrecht aux Pays-Bas. Le suspect originaire de Turquie a été arrêté lundi en fin d'après-midi au terme d'une chasse à l'homme de plus de 6 heures. Âgé de 37 ans, Gökmen Tanis était connu des services de police. Ses motivations sont donc encore floues et aucun lien n'a été établi par les autorités entre le suspect et les victimes. La police confirme ce mardi sur Twitter avoir également arrêté 2 autres personnes qui sont actuellement en garde à vue. En attendant, le niveau de menace terroriste a été relevé à son plus haut niveau dans la province d'Utrecht. La sécurité a été renforcée dans les bâtiments gouvernementaux, les mosquées ou encore les aéroports. C'est la première fois que quelque chose comme ça arrive aux Pays-Bas. C'est assez choquant. À mon travail, tout le monde était un peu paniqué. Mais nous avons fermé les portes, alors cela allait. J'étais à l'école pendant 8 heures et on nous a demandé de ne pas quitter le bâtiment. Ils ont fermé les portes toute la journée. C'est vraiment horrible que 3 personnes soient mortes et je trouve cela affreux. Cela me rend triste, mais je ne suis pas inquiète pour moi-même. De tels actes meurtriers sont rares dans cette ville de 340 000 habitants et plus généralement aux Pays-Bas. L'un des principaux quotidiens néerlandais dit avoir identifié 2 des 3 victimes, une jeune femme de 19 ans et un entraîneur de football. Quel était le motif du tireur d'Utrecht aux Pays-Bas? C'est la question que tout le monde se pose désormais au sujet de la fusillade qui a fait 3 morts ce lundi sur une ligne de tramway de cette ville du centre du pays. Le suspect, un homme de 37 ans d'origine turque, a été arrêté après 6 heures de recherche et d'opérations de police. D'abord qualifié de terroriste par les autorités qui n'ont fourni à cet égard aucun élément, l'attaque pourrait être en fait liée à un différend familial, une hypothèse venue, selon l'agence de presse turque, de proches du suspect. Gökmen Tanis était en tout cas connu des services de police néerlandais pour une affaire de viol, selon la télévision. Nous ne savons pas encore quelles sont ses motivations. Nous n'excluons aucun type de motivation. Nous ne pouvons rien exclure. Diverses informations circulent dans la presse, sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit lors de cette conférence de presse. S'il vous plaît, nous devons rester calmes, ne pas spéculer. Il est important que l'enquête indépendante aille de l'avant. Oui, le suspect était connu du ministère de la Justice. Il avait un casier judiciaire. Après la fusillade, le niveau de menace terroriste a en tout cas été relevé à son plus haut dans la province d'Utrecht. La sécurité a été renforcée également dans les bâtiments gouvernementaux, les mosquées, les aéroports, notamment celui d'Amsterdam, et la police a ordonné aux écoles de la ville de fermer leurs portes.
Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Canal Vimpera. Demeurez bénis en Christ Jésus.